Halachot. Les halachot du Sefer Torah. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna. Aluchot והבימות אין בהם משום קידושה. Alors on va voir c'est quoi louchot. C'est un débat entre Rashi et Tosfot. Et c'est quoi bimot? Rashi nous dit לא ידעתי מה הם, ויש מפרשים הן העשויים לספרים שלנו שאינן העשויים בגיליון. C'est-à-dire, pour Rashi, les louchot, à l'époque de Rashi, il est sorti le livre, comme on appelle en arabe, mshaf. Vous savez que le livre qui s'ouvre comme ça, c'est une invention arabe. C'est fou, hein? Le livre était des rouleaux. Il y a 1000 ans, le livre, ils ont pris des morceaux et ils ont reliés et ils ont mis du bois pour faciliter la lecture du livre. C'est fou, ça veut dire l'humanité pendant des milliers d'années, que des rouleaux. Tu veux arriver à un texte, tu es obligé de rouler comme un Sefer Torah, d'arriver jusque là-bas. Ouais. Et donc, Rashi dit, c'est pour ça que vous voyez ce que Rashi dit, regardez. ויש מפרשים הם העשויים לספרים שלנו, שאינם עשויים בגיליון. Dans la théorie, ce qui dit Rashi, c'est problématique. Parce que le livre, dans sa forme mshaf, le livre, comme il est, que nous on appelle livre, il n'existait pas au temps de la Braïta. Donc, c'est difficile ce que Rashi dit. Tosfot. Est-ce que ça voulait vraiment dire livre? Rashi parle vraiment du livre? Donc, c'est dit chez l'anneau, c'est nos livres modernes. C'est différent de leur. C'est-à-dire que nous, on n'a pas comme eux. Or, aujourd'hui, tous les livres sont comme eux. Donc, les louchot. Il y a un anachronisme, c'est-à-dire qu'à l'époque où Rashi parlait de livres, les livres n'existaient pas. Ben oui. Non. Ce format-là. Oui, c'est ça. Alors, de quoi il parle? Non, pas Rashi. Allez, Rashi, ça existait déjà, ce format. Ça commençait, ça venait de sortir le format. Ça existait, mais pas chez les Juifs. Même chez les Juifs, ça commençait. Chez l'anneau, c'est dit chez l'anneau, c'est que c'était pas chez nous. Non, chez l'anneau. Hein. C'est-à-dire Gideon pour Rashi, c'est un rouleau. Gideon, ça vient du mot liglon. Et Rashi dit nos livres à nous, ça veut dire un livre comme ça. Et dit l'uchot, c'est cette reliure, et c'est là. C'est ce qu'il veut dire Rashi. Ce qui est compliqué selon Rashi, c'est que ce livre-là, le livre, il a eu l'invention, sa forme, que un peu avant Rashi. Quand la Braïta, elle parle louchot, c'est pas possible qu'elle parle de celui-là. Ben oui. Alors c'est difficile pour que Rashi l'a expliqué comme ça. Le Harouk, il a expliqué autrement. Harouk, c'est Rabbi Nathan de Rome. Regardez le Tosfot. Pourquoi on dit que ça n'existait pas? Parce que ça existait? Ben regarde la forme du livre. Le livre relié, en fait. Le livre relié, la forme du livre relié, pas en rouleau, il n'a pas plus de 1000 ans. Je ne sais pas si tu vas trouver, mais moi, j'avais fait une recherche là-dessus. Avant ça, ça n'existe pas. C'était qu'en rouleau. Hein? Histoire du livre. Pas de l'imprimerie. Non, du livre. D'ailleurs, ils ont trouvé, c'est fou, ils ont trouvé, il y a 2 semaines, des chercheurs, un sidour édité avant Johann Gutenberg par des Juifs. Ça veut dire, ils disent, ce n'est pas Johann Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, mais les chercheurs, ça leur casse tout un... Et c'est un mythe, et ça veut dire que c'est des Juifs qui ont inventé avant lui. Bon. En tous les cas, non, ça existait depuis même le début du premier millénaire. Hein. Oui, voilà la forme. Les tablettes. Ça a un nom, je ne sais pas comment c'est. J'ai une employée qui a fait un toar en livre, vieux livre, reliure, couverture de cuir. Bah, tu peux lui poser. Ah ouais? Les Égyptiens, ils écrivaient sur les papyrus. Ouais. Tu peux te taire. Oui. Non, je te dis, il n'a pas plus que 1000 ans. Je vais te dire, le livre,
Le livre, il a été inventé. Au 6e siècle, ça existait déjà. Pendant l'Empire romain, ça existait. Hein. Ma femme me dit toujours. Il lui a dit, viens lui faire des courses. Chez les Romains, ça existait apparemment. C'est quoi? La réponse. On était à la vétérinaire. Et c'est chic. Ça fait me fait du pied de faire les courses tout de suite. Et goûter. Alors, le livre. Megillot Klaf. אפיון פיזי של הספר. Ils disent pas, mais codex, non. Moi, j'avais vu. 105 avant Jésus-Christ, les Chinois avaient oui, déjà les Chinois, inventé le papier. Oui, d'accord. Non, mais même l'imprimerie. Voilà, le premier livre imprimé. Le livre. 6e siècle, après Jésus-Christ. Oui, imprimé. En Chine. Ouais. En Chine, pas en. Bon. En tous les cas, le Harouk Rabbi Nathan de Rome, lui dit qu'il n'y a pas de Kedusha lire Ora. Tu prends un Sefer Torah, tu coupes avec un ciseau tous les bords et dit il n'y a pas de Kedusha là-dedans. Tu peux écrire un papier dessus. C'est ce qu'il veut dire. Pourquoi pas? Il n'a jamais été écrit. La Kedusha, la lettre et la trappe. La lettre et la trappe. Uniquement son endroit, quand ça compose un mot. Mais le parchemin à côté, tu peux prendre pour récupérer. Voilà, on peut même dessiner alors. Oui. Faire des bordures en couleur. Quoi, tu veux dire pour le Sefer Torah? Ouais. Alors, le prix Megadim, il en parle. Est-ce qu'on a le droit de décorer un Sefer Torah? Il est contre. Et à mon avis, il était tellement pour ne pas que les gens arrivent là, ils ont même interdit la Megillah Tessa, ça n'a pas marché. Les Juifs toujours décorer la Megillah. La Megillah. À mon avis, ils ne voulaient pas arriver à la notion. La source de l'interdit, c'est pour ne pas arriver à des formes. Il y a des bêtes, il y a des. Et d'ailleurs, c'est la lithographie. Elle s'est développée dans le monde arabe, dans le Coran, la beauté de la calligraphie et tout ça. Parce que c'était interdit pour eux de faire des dessins d'animaux, etc. Des animaux dans une synagogue. C'est surtout dans les synagogues ashkénazes où il y avait des artistes chrétiens. Le Ravlo, il parle de ça dans une synagogue à Piotrów, je crois, en Pologne. Il disait qu'il y avait des colombes qui étaient dans le plafond. Dans toutes les synagogues ashkénazes, sous l'influence de l'Église, il y avait des dessins d'animaux. J'ai vu, il y a une synagogue. C'est les 12 tribus. Mais chez les séfarades, il n'y avait jamais. C'était des pays influencés par l'islam. Les musulmans voyaient dans toute forme d'animal comme un temple de Avodah Zarah, ils le détruisaient. Donc, dans les pays séfarades, il n'y a jamais eu la culture d'un dessin, sauf dans les derniers siècles, à Oran, à Alger, et les grandes synagogues de Casa, à Tunis, qui ont des architectes italiens et des gens qui ont fait l'architecture à Paris. Mais vous ne verrez jamais dans une synagogue, si ce n'est pas en Italie ou dans des pays chrétiens, vous ne verrez jamais des motifs de dessin d'animal ou quoi que ce soit. Par contre, dans les pays ashkénazes, je sais que Rabbi Meir Abou Khatira, quand il est venu s'installer en Israël, à Ashdod, les premiers mois, il priait à la maison parce que dans la synagogue, il y avait des liens sur la parochet. Ça veut dire qu'il était très, très rapide de ne pas prier
devant une forme d'un animal. C'est brodé, donc il y a du volume. Ce qui est aujourd'hui qui me met hors de moi, c'est les sidorim imprimés avec des photos de rabbanim. Rabbi Yosef, le rabbi de Lubavitch. Même des livrets Torah. Moi, quand il y a quelqu'un qui m'amène des feuilles de Torah, quand je vois une photo, je le renverse ou je le cache pendant la tefila. Tu ne vas pas prier devant une photo. C'est écrit dans la halakha, sans de prier devant une photo. D'ailleurs, le minag, dans la maison de l'endeuillé, de couvrir les photos, il n'est pas du tout lié au deuil. Il est lié au fait qu'on fait des tfilotes là-bas. Et comment on fait des tfilotes au salon? Il y a toujours des portraits, des photos. On couvre avec un drap. Pareil pour le miroir. Hein? Pareil pour un miroir, de ne pas prier devant un miroir. D'accord. Mais Rav, on a le droit de prendre une photo d'un Rav pour se motiver à étudier la Torah? Genre pour... Oui, mais pas pour la tefila. Pas pour la tefila, d'accord. Un coach. Voilà, c'est ça, un coach. Non, mais un jour, j'étais à Paris. Un jour, j'étais pris dans une Brit Mila. Je suis sorti. Je ne suis pas resté dans la Brit. Ah ouais. C'était des Chabad. Avant de faire la Brit, ils ont mis la photo du rabbi sur le kissé. Non. Et ils ont mis le bébé là-dessus. C'est déjà devenu, c'est une coutume païenne. Je ne sais pas si c'était le jour où Rav Peretz il est monté à Nessim. Il a crié. Il a hurlé parce qu'à l'entrée de Nessim, il y avait une photo du rabbi. La rue d'Azara, c'est pas dit de mettre une photo du rabbi à l'entrée de ta synagogue. Qui a dit ça? Le Rav Peretz, le Rav Rachid, le Rav. Bon. Il était comment? Quelque part, il n'a pas tort. Bon, alors en tous les cas, c'est intéressant. Tosfot, il amène, ça veut dire la chita du Baal Harouk. C'est très intéressant. Ça veut dire que tu as envie de récupérer, même à la Khalema assez. Tu as un rouleau de Sefer Torah, vieux. Ouais. Tu veux récupérer le parchemin pour écrire une mezouza. C'est moins kadosh qu'un Sefer Torah. Ou écrire un Dvar Torah. Il a plus de goût. Est-ce que tu as le droit? Selon le Harouk, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il dit En ben mishum kedusha. Et Tosfot, il fait tout de suite la remarque. Il dit les kashia d'Abbé Perekol qui devait être behedia de metamein et tayadaim. Il dit il y a une halakha. Ils ont fait une halakha pour ne pas que les gens prennent à l'époque du Talmud avant. Les gens avaient la terouma des Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour ne pas que la terouma elle se mange par les enfants. Tu as fait un prélèvement. Tu as un grenadier chez toi à la maison. Tu as décidé de prendre tes grenades pour Rosh Hashanah et tu as quelques qui sont censés être donnés au Kohen. Tu n'as pas trouvé un Kohen dans ton coin, tu attends quelques jours pour rencontrer un Kohen. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens pour ne pas que les enfants mangent? Ils prenaient les fruits, ils les mettaient, ils avaient tous des caisses avec un livre de Torah à la maison. C'était la lecture. Ils mettaient les fruits. Ils disaient ça c'est kadosh et ça c'est kadosh. Et pour ne pas que les enfants ils touchent, ils mettaient. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des souris, des animaux que là-bas, ça sortait après ça endommageait le parchemin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chachamim, ils ont dit que si tu mets que le livre, il rend impur la trompe, il faut la brûler si elle touche le livre. Pour ne pas que les gens ils prennent cette habitude. Alors, quand ils ont dit ça, ils ont dit que même le gilayon, le tour blanc du livre, aussi, il rend impur. Alors, il dit, de là, caché sur le harour, tu vois qu'il y a la Gdusha. C'est-à-dire, si Chachamim, ils ont été gozrim, même sur le gilayon qu'il est metamé yadaim, ça veut dire qu'il a une Gdusha. Alors, pourquoi toi, tu me dis qu'il n'y a pas de Gdusha là-dessus? De toute façon, il fait une distinction. Il dit la Gdusha, elle est que parce qu'il y a des lettres. Si tu as coupé, il n'y a pas de Gdusha. Et pourtant, on dit qu'on est Morédine, la Gdusha. À un moment donné, ils sont kadosh pour un Sefer Torah, donc on descend pour un. C'est des diabates. Mais je dois regarder le tirou. D'ailleurs, on va Kozman chez Mechoubarim, Sefer Torah. Je les ai coupés. Bon, il laisse en question, va cacher caché. Sharayatam Ibayalan, Hechade Gaïs et Yeshben Gdusha, il a. Vraiment, il a pas chié les marques. Pourquoi il a pas. Tout de suite, il n'a pas répondu. Mais il a donné ça. Ça veut dire, on voit que c'est intéressant. Tosfot, il n'a pas repoussé les paroles du Harour. Nafkamina. Souvent, on va chez le relieur quand on a des livres mités. Mité, on dit, oui. Ouais. Quand on a des livres mités, qu'est-ce qu'on fait? On amène chez le relieur, il prend le livre et avec la guillotine, il coupe les bords. Ce qui a fait une catastrophe dans beaucoup de livres. Les rabbins, ils écrivaient des notes BN. Et quand tu amènes, il te coupe, tu as la moitié qui est partie. Bon.
Et On pourrait faire un Sefer Torah sans les bancs. Bah oui. il faut faire, pour la beauté du Sefer, il faut un peu. Mais quand elles sont trop larges. Mais il y a un minimum ou c'est. Dans les livres aujourd'hui modernes, le standard, vous voyez, il est 2 centimes. 2 cm. 2 centimètres. Il y a des qui mettent, il y a des qui mettent dans certains livres pour économiser. Là, il y a Un, là, il y a un, voilà. Là, il y a Chez un. toi, il y a moins qu'un. C'est 8 mm. Sur le Sefer Torah, on pourrait le faire sans les bandes en haut et en bas. Non, on est obligé de faire, mais pas combien. C'est bon. Il y a une dimension. On peut faire plus large. Alors, justement, Tosfot, il dit que si tu l'as enlevé, il n'y a pas de problème. Nafkamina, que dans ces livres, quand tu coupes, c'est pas besoin de mettre dans la gnisa ces morceaux de feuilles. Elle m'a douche. Amar Rabbi Shefatia, une halakha de la Glila du Sefer Torah. Vous savez que on va voir tout de suite. Amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yochanan, Agolel Sefer Torah, Tsarich Shi'amidenu ala Tefer. Quand on roule le Sefer Torah, il roulait le Sefer Torah, il faut le mettre au milieu sur la couture. Pourquoi? Parce qu'ils tiraient fort. Ils tiraient. Et ils avaient peur que s'ils allaient tirer trop, non, ça peut déchirer le parchemin. Donc, ils préféraient que la couture lâche. Ils préféraient que la couture lâche plutôt que le. Et je recoule le Sefer Torah plutôt. Donc, toujours quand ils roulaient le Sefer Torah, quand tu arrives au niveau des rouleaux, la couture, elle doit être au milieu des deux temps. C'est ce qu'ils disent. Amar Rabbi Shfati, Amar Rabbi Yochanan Agolel, Sefer Torah Tsarich Shia Amidenu, ala Tefer. Ensuite, Amar Rabbi Shfati, Amar Rabbi Yochanan Agolel, Sefer Torah Golelom Bachut, Ve'en Golelom Ibifnim. Et quand maintenant on montre le Sefer Torah, alors Golel Oto Mi Bachut. Amen. Amen, Mishnah Broura, s'il te plaît. Il y a derrière bête. Golelom Mi Bachut. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'on a fait. Vous avez vu la Agba de. La Agba, on a fait la Agba à l'Ashkenaz de Simchat Torah. Qu'est-ce qu'on fait pour Simchat Torah? On prend nos Sefer, on les lève comme ça, et on fait comme ça. Donc, le livre, il n'est pas devant la personne. C'est quoi le but? Pour montrer à tout le monde, on finit la Torah, c'est très compliqué. Parce que, en fait, tu prends. Ah, c'est Ben Zimra qui a fait. Ouais. Je pense qu'il y a 2 raisons qui font ça. Déjà, pour montrer que c'est quelque chose de spécial, d'autant plus comme le Sefer Torah. Il est à gauche. Tout le poids, il est à gauche. Et c'est difficile. Tout le monde est droitier en grande majorité. Donc, ils prennent le Sefer Torah comme ça. C'est dur de lever comme ça. Et il allait tomber. Donc, il se retrouve à l'envers. T'as compris? Tu as vu ce qu'il fait? J'étais pas là. C'est comme ça. Il lève. C'est comme ça. Oh. Et donc, le livre, il est devant le public. Mais tu sais que quand tu le lèves normalement, c'est très compliqué parce que le côté fin du début de Bereshit, oui. Il tire à fond. Il tire parce qu'il est. Non, il tire aussi parce qu'il n'y a pas de place. Donc, il est tout le temps en train de se renrouler. Tu es obligé de faire un effort fou pour bien l'ouvrir. Ah ouais. Je le saurai pour l'année prochaine. Alors, la glila du Sefer Torah. Agolel Sefer Torah, Golel mi bachutz. Adko. Alors, le Rama, il explique. Il y a 2 débats. Il y a ici, on va voir tout de suite. Pirouche. כשהיה הספר עומד לפניו, יהיה הכתב נגד פניו, ויתחיל לגלון בחוץ. ואחר שגמר הגלילה, יהדק סוף המטפחת מבפנים. C'est-à-dire, ils font comme les Ashkénazes. Nous, malheureusement, les Sfarades, on a oublié c'est quoi la mitzvah de Glila. On ne l'accomplit pas bien. Oui, la font pour de vrai. C'est avec l'influence des livres en bois. La glila, c'est quoi le métier de la glila? Chez les Ashkénazes, on fait la glila à la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ils prennent le sefer, il est makbia auto, en l'air, il tombe, et il s'assoit avec.
Ensuite, il y a un garçon, on donne normalement à un jeune garçon, il vient, il roule d'en haut. C'est-à-dire celui qui roule, il a le dos du parchemin devant lui. Ouais. Et le parchemin, il est toujours devant, Face à celui qui a fait. face à celui qui est là. Maintenant, eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur peau n'était pas travaillée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nos peaux sont travaillées d'une manière extraordinaire. Les peaux, il y avait de l'humidité, un peu. Et quand une peau, elle n'est pas assez salée, elle n'est pas bien travaillée, ça lâche. Vous savez, le cuir, ça travaille toujours. C'est pour ça un salon en cuir, ça travaille, même si, tu vois, il y a des gens qui aiment bien le cuir quand il est usé. Ça veut dire la beauté d'un salon en cuir, c'est pas quand elle est toute neuve. C'est quand c'est. Alors, comme ça travaille, c'est quelque chose qui respire et qui travaille, qui a encore des organes dedans. C'est pas des organes, comment on dit, des Viscères, Des quoi, fibres. que tu veux dire. Non, il veut dire que. il y a des prélèvements. il y a des choses vivantes, ça veut dire, vivant. dedans. C'est pas une matière morte. L'encre est coulée, ça veut dire. Hein? L'encre coulée. Tout est dynamique. C'est du Non, mais cuir. l'encre, elle coulait sur le. Alors, ça faisait des problèmes, ça faisait des dégâts d'humidité. Alors, il prenait le rouleau, il roulait. Et quand il roulait, après, il y avait quelqu'un, il prenait le parchemin, le tissu, il faisait rentrer comme ça dans le livre et il entourait. Déjà dans les communautés séfarades, au Maroc, en Turquie, il y avait un tissu qui était autour. Alors, ceux qui avaient des moyens, ils faisaient de la soie. Tout le Sefer Torah. Par contre, c'est devenu super lourd. Et le Sefer, il est lourd, mais il faisait de la soie fine. Ouais, c'est Hayati, on appelle ça. Ouais, Hayati. Et je me rappelle, ma grand-mère, elle était étonnée quand elle voyait le Sefer Torah. Elle disait qu'on n'entretient pas la Torah. Ça l'énervait. Après, j'ai vu, il y a d'autres communautés. J'ai tourné dans beaucoup de communautés. J'ai vu, il y a des communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tissu qui fait 3 mètres. 3 mètres. Et il est brodé avec un Magen David au milieu. Et la broderie, il la règle dans l'endroit où on va faire la Akbar. C'est-à-dire, quand tu lèves, d'un côté, tu vois quelque chose de beau, une belle broderie d'un Magen David. Et quand tu tournes, tu vois le Sefer Torah. Mais à l'envers. Non, oui, bien sûr. Pas sur le. Elle est bien roulée. Ça veut dire le gabaï, le shamash, qui prépare le Sefer Torah avant Shabbat. Il ouvre le Sefer Torah à 3 mètres, 4 mètres. Il roule bien le tissu. Il le roule bien. Et ça, c'est l'idée. Toujours pour préserver. Déjà que le Sefer Torah, il ne se déchire pas. Il y a le tissu qui attrape. Et comme ça, il faisait pour garder le Sefer Torah. Donc, il te dit, et c'est pour ça qu'on va voir que la Gemara, elle va dire qu'il y a une grande mitzvah de Golel. Celui qui, en fait, qui ferme le Sefer Torah, qui lui met la ceinture, qui va bien mettre le manteau, c'est lui qui s'occupe de l'entretien. Ça, sur lui, il a la bracha. Celui qui veut s'enrichir, il faut toujours faire la glila. Ou aller venir arranger un petit peu comme arranger, tirer, couvrir. C'était l'entretien du Sefer. La Gemara dit Golel noten zachar keneged kulam. C'est comme s'il a pris toute la haliyot de la Torah. C'est difficile de donner ce genre de phrase. Hein? C'est difficile de donner ce genre de phrase. Tu sais que le grand devine, il dit que celui qui veut que son mazal, il monte, il dit quand tu as des problèmes avec ton mazal, il dit fais la Akbar. Le grand de Vilna, à Vilnius, la vente qui partait le plus cher de toutes, c'est la Akbar. Il a raison. C'est vrai. La vente qui n'a pas la force, c'est quoi? Non. Moi, je le fais pour lui. Ah ouais, la prochaine fois, on fait comme ça. Voilà. La mitzvah qui montait le plus cher, c'est la Akbar. Elle montait plus que toutes les mitzvot. Vous avez tous des problèmes avec leur femme. Alors, il nous dit, alors le Rama il explique, regardez, alors je vous lis. Pirouche, on commence par l'extérieur, c'est-à-dire le jeune homme qui vient, moi j'ai le Sefer comme ça devant moi, j'ai les lettres devant moi, lui il vient de l'extérieur, Golel mi bachutz, et après je mets, ils ont foncé la mappa, comme qu'il y a à Strasbourg, la mappa dans le livre, tu vois, pour que la personne qui vient trouver, il trouve tout de suite ou lire l'emplacement. Et il n'a pas besoin de renverser le Sefer Torah. Venir chez Kolze, chez Echad עושה כל הגלילה, אבל עכשיו שנוהגים שאחד מגביה ואחד גולל, הכתב יהיה נגד המגביה וכן נוהגים, כי הוא העיקר הגולל. Le Rama, pour lui, on peut faire inverse. On peut le faire à l'inverse, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que tu comprends. Tu le retournes. C'est-à-dire que tu comprends selon le Rama
que lui, il a compris que toujours la Hagba du Sefer Torah, il se faisait comme ça, Ah ouais. devant le public et pas devant la personne. Mais nous, en tant que Sfaradim, ce serait un problème. Non, mais ça c'est la Hagba. Hein. Ça, c'est la Hagba classique des Sfarad, du Sefer Torah, pas Seferad, Sefer Torah irakien. Il n'explique pas que c'est comme ça. Ben, à la fin du Rama, il dit ouais. il dit aujourd'hui qu'il y a un Magbia et un Golel, alors le Ktav, il doit rester devant le Golel. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un Magbia et il y avait un Golel séparé, donc il montrait au public. C'est pour ça d'ailleurs que dans les Sefer Torah en boîtier, celui qui lève, il ne voit rien. Non, ouais. Il montre au public, c'est pour ça que c'est important. Si quelqu'un, on lui dit de faire la Hagba dans ce type de Sefer Torah, avant d'ouvrir, pour avoir la bracha et le shefa, le Harizal, il dit qu'on inspire la lumière de la Torah quand on voit, on fait Vezot à Torah. Alors, il doit voir, et rien qu'après, il le lève. Il ne lève pas comme ça. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le Echal, ils prennent le Sefer Torah, il est sur eux, et tout de suite, il lève. Non, il faut voir, et après, il faut lever. Alors, et ça, que cette méthode, elle était faite même quand ils avaient des rouleaux. Bon, il faut savoir que ce Sefer Torah en boîtier, ça n'a jamais existé chez les séfarades. C'est que les Juifs d'Irak et les Juifs de Djerba. Pourquoi on fait ça alors? Pourquoi? Parce que c'est des endroits très, très humides. Djerba, c'est une île où tout était humide et c'était des centres où on écrivait des Sefer Torah. Alors à Djerba, ils ne voulaient pas perdre la mitzvah de l'Agba. Ils ont fait des boîtiers qui ont une forme de... c'est fait comme ça. Non, comme la France, comment ils disent l'hexagone. C'est hexagonal. Tandis que le Sefer Torah irakien, il est rond. Eux, ils ont fait hexagonal en Tunisie parce que il faut ouvrir, quand tu ouvres la Hagba, il faut minimum montrer 3 pages, comme ça c'est écrit dans Maseret Sofrim. Ouais. Tandis que dans le boîtier classique, rond, quand tu ouvres, tu n'as qu'une page devant tes yeux. Eh bien, l'hexagonal aussi? Non, l'hexagonal, ils mettent dans l'hexagonal un morceau de bois que quand tu ouvres, ça tire 3 pages. Ça tire à 3 pages. Ouais, ça veut dire, ils le mettent comme ça et ils l'ouvrent. Donc, oui, fais Sefer Torah tunisien. Fais boîtier tunisien de Sefer Torah, tu vas voir. Sefer Torah où il y avait 2 charnières. Fais boîtier tunisien. Encore plus grand. Et je comprenais pas, c'est vachement plus dur à faire l'Agba parce que tu n'as pas le compte. Fais boîtier tunisien de Sefer Torah et tu verras. Et ça, je n'ai pas de problème avec ce boîtier. Mais le boîtier, moi, je refuse toujours. Mais là, il y a une dame qui nous a offert un Sefer Torah. Alors, moi, je lui ai dit, on veut. Oui, le nouveau. Mais le Sefer, il est magnifique. Moi, je lui ai dit, nous, on ne fait pas. Mais comme elle a commandé, vous ne voulez pas lui faire de la peine? C'est rien, c'est juste. Elle a payé 10 000 shekels le boîtier. Avec de l'argent, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont mis. Tu as vu? Sefer Torah tunisien? Tu le vois ou tu ne vois pas? Ouais, je vois, mais... Il est hexagonal, tu vois ou tu vois pas? Quand tu vois, même dedans, il y a un truc, tu as la bracha. Oui, il est hexagonal, ouais. Tu vois? Pourquoi? Et regarde l'ouverture. Tous les Sefer Torah de Djerba, et même chez les anciens, chez les Libyens, Tripoli, tous hexagonal pour pouvoir ouvrir 3 pages. Alors, Rabbeinu, pourquoi nous on fait l'Agba après et eux avant? Oh, ça, Bémet. Ben là, d'après la Gemara, c'est eux qui ont raison. D'après la Gemara, nous on fait pour que les gens ils savent où c'est. Ouais. Et pourquoi nous on fait? Parce que Bémet, l'idée c'est de montrer, le Hari Akadosh il dit de faire avant et pas après. Pourquoi? Parce qu'il dit de recevoir le hors de la Torah. Avant que tu commences à la lire. Il a fait. Eux, ils utilisent, ça veut dire, regarde qu'est-ce qu'on a lu. Bon, notre minhag à nous, il est meilleur. Chez les Chassidim, ils font comme les Sfarad avant la Hagba. Ouais. Et après, il lève la Torah fermée. Ah, ouais. Il lève et il s'assoit. Ça veut dire il amène une chaise à côté de la Théba. Ouais, pour avoir au moins. Et il s'assoit directement. Parce que et dans les communautés ashkénazes, ils font. Et il y a quelqu'un qui vient tout de suite quand il baisse et il ferme. Parce que d'après la Gemara, ils ont donné les halachot de brachot d'abord, et aolé, et après golel. Ça veut dire que c'est dans cet ordre. Même dans Shulchan Aruch, il y a Yidrot Kirat Torah, c'est le tour. Bon, Shulchan Aruch, il a suivi l'ordre du tour. Non, il lui a imposé le tour. Parce que Shulchan Aruch,
il était obligé de prendre les règles, de continuer le tour qui était un livre fréquent. Maintenant, le tour était Ashkenaz. Je te rappelle dans 10 minutes, je suis dans Shio. Oui. Hein? Oui, troisième. Et donc, donc il était obligé de suivre l'ordre, le Shulchan Aruch. Mais chez les Ashkenaz, tu vois bien, c'est pour ça que c'est pour ça la raison que le tour, il a mis les halachot de Golel après les halachot de la lecture de la Torah. Nous, d'après le minhag du Harizal, regardez l'influence du Harizal sur les communautés sfarades. C'est énorme. Ça veut dire, il a quitté le monde à 38 ans. Il dit, c'est comme ça, la lumière. La lumière, elle est comme ça. Hop, le minhag, il change. Dans toutes les communautés sfarades. Comment il est mort d'ailleurs? Tu dis qu'il est mort à 38 ans, il est mort comment? Il est mort par une maladie. En fait, il a eu un décret qu'il allait mourir. Un décret qu'il a essayé d'annuler, ça n'a pas marché. Et il est mort par une maladie qui s'est propagée à Tzfat. Et à quel âge il a commencé à être fort? À être fort à 20 et quelques années. Il était en Égypte. Pendant 18 ans, en fait. Et il est monté en Israël à l'âge de 36 ans. Il diffuse la Kabbalah 1 an et demi, 1 an et 8 mois. C'est ce qu'on a du Harizal. Ça veut dire en 1 an et 8 mois, toute la Kabbale laurienne, ça veut dire Lauria. D'ailleurs, il a un nom français. Il faut savoir que son nom de famille, ce n'est pas Lauria. C'est Laurier, il s'appelait Yitzhak Laurier, Eskenazi. Yitzhak Laurier, Eskenazi. Son nom, c'est Laurier. C'est un français, Laurier. C'était un nom espagnol. Sa maman, le nom de famille de sa mère, c'est française. C'est français. Ah ouais? Française. Avant l'Égypte, c'est française. C'était des juifs espagnols, portugais, on ne sait pas. Et s'est marié avec un homme qui s'appelait Eskenazi. Il est né à Jérusalem. Quand il a 3 ans, son père décède d'une maladie. Sa mère, qui reste toute seule à Jérusalem, elle a un frère qui s'appelle Mordechai Frances, qui est un juif très aisé, qui habite en Égypte. Et il lui dit, viens chez moi à la maison. Et moi, je vais te nourrir. Et elle va chez lui. Elle fait grandir son fils. Et l'oncle qui adore son neveu, et l'oncle qui a acheté le droit de douane. La douane. Ouais. La douane lui appartenait. Ça veut dire ils allaient chez le roi à l'époque. Ils disaient, combien tu estimes la douane? Combien sont les revenus de la douane? Maintenant, après, il y a de la corruption, il y a celui-là. Le roi, des fois, il perdait. Ça veut dire qu'il y avait une année où il récupérait par sa douane 50 millions, par exemple. Et après, c'est descendu à 40. C'est-à-dire qu'il y a de la corruption. Et le roi, il ne voulait pas se prendre la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend la douane. Il dit, voilà, pour moi, ça vaut 50 millions. Tu achètes tout ce que tu prends en plus, c'est à toi. Alors, l'oncle, il était propriétaire, ça veut dire que ça lui appartenait la douane. Et un jour, arrive un bateau, il n'a pas de quoi payer la douane. Il lui fouille, il voit que il le taxe, il lui dit, c'est pour ça que les Juifs étaient détestés, ils achetaient ces métiers. Pour se nourrir, ils voulaient vite gagner. Et ils étaient détestés par la population. Mais ça arrangeait tout le monde. Les Juifs avaient des espèces, ils n'avaient pas de champs, ils n'avaient pas le droit d'acheter des terrains. Ils étaient obligés de faire de la banque, de la finance. Et quand l'oncle, il lui met il lui bloque le bateau, le gars, il lui dit, j'ai une proposition. Il dit, écoute, j'ai un rave qui est venu dans le bateau et qui est mort en route. On l'a enterré dans une île et qui gardait, comme la pupille de ses yeux, cette caisse avec des manuscrits juifs. Si tu m'annules ma dette, je te donne les manuscrits. Il lui dit, donne-moi à voir, c'est quoi? Ça vaut quoi? Il prend les manuscrits et il amène à son neveu, Yitzhak, qui est dans la yeshiva du Radbaz en Égypte de Rabbi Betzalel Eskenazi, qui avait une très grosse yeshiva en Égypte, où il y a toutes les expulsés d'Espagne, les tronches. Ils le ramènent et ils ne comprennent rien. C'est-à-dire ils comprennent que c'est un texte sacré. Et Rabbi Yitzhak Loria, il va chez son oncle et lui dit, renonce ta dette et donne-moi
à travailler sur ces manuscrits. C'est trop compliqué, mais je veux déchiffrer ces manuscrits. Et donc, c'était le Zohar en manuscrit. Le Zohar, comme il est sorti de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le gars, il va à la yeshiva, personne qui peut étudier avec lui. Il se construit une petite cabane à côté du Nil, entre les roseaux, et il s'enferme avec ce manuscrit. Il retourne plus Shabbat à la maison. Toute la journée, il est avec ça. Il s'enferme pour essayer de comprendre. Et il témoigne qu'il y avait des jours où, pour comprendre une phrase, ça lui prenait une journée. Et il raconte qu'une fois, il est arrivé à un texte qu'il n'a pas compris. Et il était tellement passionné, il pleure à Hachem et il ne mange pas 3 jours de peine, qu'il ne peut pas comprendre la Torah. 3e jour, il a eu une révélation et depuis ce moment, il a tout compris. Et c'est lui qui a, en fait, il a écrit peu de commentaires sur le Zohar qui sont rassemblés dans Sha'ar HaMa'amarim, Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital, en fin de compte, il donne le code pour comprendre le Zohar. Il n'a pas commenté le Zohar, parce que le Harizal, il a dit qu'il ne fallait pas commenter. Et il donne sa vision. Ça veut dire, le Harizal, il dit, pour comprendre le Zohar, il faut la notion des sphères, il faut ceci, ça. Et avec ça, tu comprendras le Zohar. Et il a donné un code pour déchiffrer la Kabbalah du Zohar. Ça, c'est le Harizal. Après, toute la Kabbalah, elle rentre dans les notions des sphirotes, et avec ça, tu peux expliquer le Zohar. Et ça, c'est le travail du Harizal. Il vient en Israël, il va à Safed, il y a Rabbi Moshe Cordoviro, qui a écrit un commentaire sur le Zohar, à l'époque, 20 000 pages manuscrits. Vous savez que ça veut dire 20 000 pages? Ça veut dire le Zohar, selon Rabbi Moshe Cordoviro, on aurait dû avoir traité de Talmud 20 volumes avec le Zohar. Et le Zohar que Rabbi Yitzhak Luria il a, c'est manuscrit. Tandis que le Zohar qui a été édité déjà en Italie, il y a plusieurs choses, des bugs, des trucs. Et jusqu'à cette époque, Rabbi Moshe Cordoviro, c'est le maître de la Kabbale à Safed. Il n'y a pas un plus grand connaisseur que lui. Rabbi Moshe Cordoviro, c'est l'élève de Rabbi Yosef Karo qui est encore vivant. Harizal vient à Safed, il ne dit pas qu'il est génie en Kabbale. Il dit, je suis venu voir qu'est-ce que j'ai à apprendre des gens de Tzfat. Il va dans la yeshiva de Rabbi Moshe Cordoviro. Rabbi Moshe Cordoviro, il a 48 ans. Il est malade, très malade, quand il vient. Et ses élèves, ils pleurent, il dit, qui on va suivre? Il dit à 3 de ses élèves, celui qui verra sur mon lit une colonne de feu, vous dites à personne, qui va avoir peur du feu, c'est lui qu'il faut suivre. Et quand ils avancent pour l'enterrer, ils descendent pour l'enterrer, le Harizal qui bouge comme ça, en panique derrière, il dit, le feu, il va brûler tout le monde. Donc c'est lui le seul qui a vu la colonne de feu. Après les Shiva, tous les élèves de Rabbi Moshe Cordoviro, ils viennent chez Harizal, il dit, enseigne-nous la Kabbalah. C'est toi le successeur. Le Rav, il a dit, voilà, il y a les 3 témoins, tu es le seul qui a vu la colonne. Quand Rabbi Moshe Cordoviro en l'enterre, écoutez la phrase de son Rav, Rabbi Yosef Karo. Ici est enterrée toute la Torah. Comme ça, il dit, sur son élève, Rabbi Moshe Cordoviro. Comme Rabbi Yitzhak Luria, il a développé sa méthode à lui. Et ce n'est pas la méthode espagnole de déchiffrer la Kabbalah, celle de Rabbi Moshe Cordoviro. Rabbi Moshe Cordoviro, à la base, il vient de Cordoue. Ouais. C'est pour ça qu'il s'appelle Cordoviro. Cordova, Cordoviro. Tous les noms espagnols sont des noms Toledano, Cordoviro, Barceloni, Valencie, c'est Valencia, la famille Valencie. Tous les noms, c'est des villes. Les Juifs toujours portent des noms de villes. Toujours. Un goy que vous le voyez avec un nom de ville, à la base, c'est un Juif. François Hollande, oui, il faut vérifier. C'est un pays, oui, non. Oui, toujours des noms de villes. Les noms de villes, toujours, c'est que les Juifs qui quittaient et qui étaient expulsés chaque fois. Et que quand ils allaient dans une autre ville, comme il n'y avait pas encore des noms de famille, on les appelait sur le nom de tous les Eskénazis.
c'est des juifs allemands qui sont venus chez les Espagnols. Tous les Tsarfati, c'est des juifs français qui sont partis habiter en Espagne ou en Allemagne. Donc on les appelait Atsarfati, le français. Tous les Rami Frank chez les Ashkénazes, c'est des juifs espagnols qui parlent le latin, qu'on les appelait les Frankreich, ceux qui parlaient le latin, c'est-à-dire qui parlaient les langues latines, qui sont venus en Allemagne. Donc on les appelle les Frenkim. Les Frenkim, c'est les séfarades de Constantinople, qui parlaient le ladino, qui sont venus s'installer en Pologne ou en... Et donc, il est là-bas, il enseigne la Torah. Et Rabbi Moshe Cordoviro, il suit l'enseignement du Ramban, de Rabbi Yosef Djikatilia, qui étaient les kabbalistes espagnols. Et Rabbi Yitzhak Luria, il vient, il donne une autre théorie. C'est la révolution que Einstein a fait en maths et en physique. C'est ce qu'il a fait, la révolution du Harizal. Donc, tous les manuscrits du Ramak, ils bougent de côté. Il n'y a plus personne qui veut étudier ça du moment où on a la Kabbalah de Rabbi Yitzhak Luria. C'est pour ça que le commentaire du Ramak sur le Zohar, il commence à être édité que maintenant dans notre génération à nous, qui est un commentaire extraordinaire. Une grosse partie, oui. Rama de Fano, Rabbi Menachem Azaria, ouais. Il va éditer, rien que je vous montre le livre, je l'ai acheté. Il y a Pano, la ville de Pano. Ouais. À la ville de Pano, il y a Rabbi Menachem Azaria, ouais. que lui, c'est un ami intime de Shulchan Aruch. Quand Rabbi Yosef Karo a voulu éditer son livre Bet Yosef, il a dit, je ne l'édite pas s'il n'y a pas mon ami qui suit l'édition. Et il est parti. Dans l'édition, il a édité les livres de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Il dit que sur toi je compte. C'est un livre de Halakha, tout en Israël. Qui c'est qui va surveiller, qui a pas, au lieu de Assur ou Moutar, au lieu de Moutar. Donc, et Rabbi Menachem Azaria, il est fan de la Kabbalah. Quand Rabbi Cordoviro, il décède, Rabbi Moshe, il est riche, lui. Il avait beaucoup d'argent. Il envoie une lettre à Tzfat, à la veuve. Donne-moi le livre Pardé Slimoni. Pardé Slimoni, c'est le premier codex de Kabbale qui est sorti. C'est un dictionnaire. N'importe quelle notion que tu veux chercher en Kabbale, dans le Zohar, tu l'as. Ici. Ce livre, il fait 700 pages. D'accord? Regardez comme une Gemara. Regardez Mais il y a tout. Et il a un langage extraordinaire, clair. Il écrit comme un espagnol. Les Juifs d'Espagne, ils écrivaient comme dans le style universitaire. La notion, développement, titre, sous-titre. Et ça, il a payé pour qu'elle lui donne ce livre 200 pièces d'or. Après, il veut son commentaire sur le Zohar qui s'appelle Elima. 20 000 pages. Elle ne veut pas les lâcher, elle demande de l'argent, il lui donne l'argent. Il envoie 100 scribes. 100 scribes. Et pendant une semaine, il recopie les 20 000 pages. Maintenant, il y a eu des bugs, il y a eu des fautes. Il y a 100 personnes différentes. Ouais. Mais tout vite pour sauver vite les choses. Pour que ça ne reste pas dans les mains de cette femme. Elle voulait de l'argent pour vivre, elle. Pour ses enfants, pour ses familles. Il a laissé des dettes, il était malade, il fallait s'occuper. Bon. Quand il programme l'édition du livre, Rabbi Menachem Azaria, il vient de Safed, un des élèves du Harizal après le décès du Harizal. Et il lui transmet l'enseignement du Harizal. Et là, il fait un switch, il devient Hari. Donc, il n'édite plus le livre sur le Zohar. Et il voit que la Kabbalah du Harizal elle se propage comme du feu dans un champ de blé. Tout le monde veut que Harizal. Donc, il dit, je vais mettre une dépense. Je vais éditer 20 volumes que personne ne va les lire. Donc, il laisse et le lit. Et les manuscrits arrivent chez qui? Chez des chrétiens qui s'intéressaient à la Kabbalah. À l'époque, en Europe centrale, c'était la grande mode de la Kabbalah. On a par exemple, 100 ans plus tard, Pico de la Mirandelle. Pico de la Mirandella, c'était un fils, non, un fils de riche italien qui s'intéresse. On a Johann, on a un des plus grands kabbalistes, Goy, allemand, qui a défendu le Talmud contre Martin. Vous savez que Martin Luther,
il a voulu prendre Luther, il a voulu que Martin Luther, il a voulu que les Juifs l'aident pour faire la révolte contre les Allemands. Quand il a vu que les Juifs n'étaient pas pour lui, les Juifs avaient très peur. Ils étaient entre les gouverneurs, etc. Alors Martin Luther devient un ennemi juré du judaïsme. Et celui qui sauve le Talmud à ne pas le brûler en Allemagne, c'est un kabbaliste, goy, chrétien, influencé par les manuscrits du Ramak. Ils ont appris l'hébreu pour apprendre la Kabbale. Et par Rosheim, j'ai oublié son nom, il va me revenir, un goy. En tous les cas, donc un goy kabbaliste achète le manuscrit du Zohar qui se trouve dans la bibliothèque de Mantova. Maintenant, rien que maintenant, 500 ans de la mort de Rabbi Moshe Cordoviro, il y a un rabbin à Jérusalem qui a édité, il n'a pas encore tout édité. Il a édité 17 volumes et il y a encore 15 volumes à éditer. Wow. De commentaires de Rabbi Moshe Cordoviro. Le Harizal, il est venu, il a fait un grand switch. Il a changé les codes de la Kabbalah et il a dit il y a quelques bases que ça doit être comme ça et pas comme ça. Et c'est rentré aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens n'étudient plus Ramak. Ce livre, il est extraordinaire parce que c'est un dictionnaire pour comprendre les notions. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais sur la manière d'étudier, tout le monde étudie Etzraïm. Pour eux, c'est la dernière. Il y a eu des rabbins qu'avec le temps, ils ont voulu faire d'autres choses, mais ça n'a pas marché. Le Gaon de Vilna, Ramchal, il a une manière de comprendre les manuscrits du Harizal. Parce qu'il y va beaucoup le Etzraïm. Voilà. C'est une méthode. Parce qu'on dit que tout ce qu'il a dit, Rabbi Harizal, c'est la métaphore. Ça veut dire qu'on dit que tout Etzraïm, c'est une métaphore. C'est un machal. C'est quoi le nimshal? Le Gaon de Vilna, il a dit qu'il y a 2 par génération qui comprennent. C'est quoi le nimshal? Il reste dans Abba, il reste dans Ima. Il n'a pas compris l'idée que ça représente. Et il est perdu. Alors, il répète comme un perroquet, tu vois. Bon, mais en tous les cas, ça c'est comment ça s'est développé la Kabbale. Et après, on a eu le Rachash qui est venu, qui a déchiffré le Harizal et qui l'a mis en Kavanot. Des noms, que des noms. Alors, il faut comprendre comment le nom il correspond à quelle étude. Étudier le Sidor du Rachash, c'est 20 ans. 20 ans. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on a des moyens extraordinaires. J'ai connu un kabbaliste à Bnei Brak, un Baal Tshuva, qui était un ingénieur informatique et qui a pris tous les kavanot du Rachash. Il a fait, moi j'ai vu le projet il y a 10 ans. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, est-ce qu'il est vivant ou il n'est pas vivant. C'est un monsieur un peu un mystère, un homme divorcé. 18 heures par jour, il attaquait les kavanot et il a fait sur l'ordinateur. Ça veut dire que tu as les mots de la tfila qui passent et de chaque mot, tu as toutes les lettres qui sortent comme ça avec des écritures en couleur, chacune spéciale pour que tu comprennes la kavana et tu as la base de l'étude d'où elle vient. Et tu fais passer. Et pour lui, sa méthode à lui était censée étudier la Kabbalah, les kavanot en 4 mois, ce que tu fais 20 ans. Tu es censé faire 20 ans. S'il a fini, s'il n'a pas fini, je ne sais pas. J'ai un ami son papa avait une pharmacie ici à Rouza, que les vieux. C'est-à-dire qu'ils sont là longtemps, ils se rappellent Shoef, Bet Merkachat Shoef. Ouais. Aujourd'hui, elle a un magasin de costumes à côté de la Rouza 80. Ouais. Le fils a fait une teshuva extraordinaire. Le fils était un garçon brillant, responsable et là de toute la sécurité. Il s'appelle Benahad Shoef. Il a été inspiré par la Kabbalah. Un jour, il marche dans la rue, il y a quelqu'un qui lui vend un Zohar. Il a lu, il est devenu fou. Et il a fait une belle teshuva et il a commencé à éditer des Sidorim. C'est lui qui m'a fait connaître son ami à Bnei Brak. Bon, il y a des gens, il y a des monstres, des neshamot. Voilà, un petit peu. Alors bon, Bezrat Hashem, dimanche, on finira le Sion, on commencera Maseret Chagiga déjà. Et Moed Katan, pardon. Procurez-vous des Gemarot Moed Katan.